Bien, nous avons vu jusqu'à maintenant comment débuter un accompagnement thérapeutique de proximité et l'importance de se mettre en disposition, c'est-à-dire d'adopter une posture éducative, une attitude, je dirais, bienveillante qui facilite la prise de parole et pas seulement pour l'autoriser, mais surtout pour la soutenir parce que les personnes malades ont souvent un peu des difficultés à, je dirais, entrer en matière et en discussion avec les professionnels de santé. Le but, c'est de comprendre ce que la personne comprend pour s'accorder ensemble sur ce qu'elle pourrait faire avec sa maladie, son traitement et dans sa propre vie. Alors à ce stade, on peut faire 4 propositions pour débuter et aller un peu plus loin. La première, c'est de comprendre comment la personne se représente sa pathologie, ses traitements, la notion d'autosurveillance ou bien d'organisation pour réaliser les tâches qui seraient utiles pour se soigner. Aidez-vous de supports simples, des images, des photos, des schémas, des objets. Collectionnez des objets différents. Je dirais par exemple pour un cœur, prenez le cœur le plus simple, simplement le cœur, voilà, le cœur comme ça. Et puis utilisez aussi des images, des photos qui sont de cœurs beaucoup plus complexes avec les artères coronaires, avec et tout le reste. Et pourquoi? Parce que le but n'est pas d'expliquer ce qui se passe, mais d'abord de faire réagir la personne, de lui demander ce qu'elle voit, ce qu'elle comprend et comment elle s'imagine un peu ce qui se passe. Et donc soyez multi-support. Le deuxième conseil, ce serait essayer de dépister l'illettrisme, les grandes difficultés de compréhension de l'écrit, les grandes difficultés aussi de compréhension des mots qui ont trait à la santé. Alors, et regardez un peu comment les personnes font. La personne qui dit non mais j'ai oublié mes lunettes, je peux pas lire, souvent c'est qu'elle ne sait pas très bien lire, ou bien les personnes qui confondent les mots, ou qui répondent à côté des questions, les personnes qui font des croix ou des petits signes sur les documents écrits, et puis celles qui demandent à la personne accompagnante de lire à leur place ou de regarder à leur place. Tous ces signes traduisent souvent des grandes difficultés de compréhension. Troisième conseil, c'est n'ayez pas peur d'accorder un peu de temps pour l'expression spontanée des personnes. Toutes les expériences le montrent. Ce qui est dit, en général, prend 1 minute 30, pas plus, et rallonge très peu la consultation, mais donne une grande satisfaction à la fois pour la personne d'avoir pu s'exprimer et pour le professionnel de santé, finalement, de l'avoir laissé s'exprimer et d'avoir entendu ce qu'elle avait à dire. Et enfin, le dernier conseil, c'est revoyez ensemble les priorités. D'abord, les priorités de la personne malade elle-même, en commençant par ce qui lui paraît être le plus important. Ça, c'est le biais, c'est l'ouverture, c'est comment est-ce qu'elle va envisager de faire quelque chose d'important pour elle. Deuxième priorité, c'est ce qu'elle se sent capable de faire. Comment est-ce qu'on pourrait cibler le plus simple à faire finalement pour se soigner, pour débuter le traitement, pour s'organiser, pour planifier quelque chose de nouveau dans la vie. Et puis la troisième priorité, c'est ce qu'elle semble pouvoir mettre en place, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est capable de mettre en place dans son propre contexte culturel, social, etc., dans la vie, quoi, finalement. Et puis ensuite, eh bien, ensuite accordez-vous sur vos priorités à vous, celles qui relèvent de se mettre en sécurité et qui sont absolument indispensables, celles qui correspondent le mieux à celles du patient, et puis celles que vous allez pouvoir différer et organiser plus tard, et finalement organiser une suite avec votre patient.